tout de suite. Le journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une, fin de Ramadan chez les musulmans. L'Aïd el-Fitr a été célébré dans le monde entier ce mardi 4 juin 2019. Les musulmans colossiens aussi ont célébré. Vous aurez à suivre également dans ce journal les ex-agents de Chemaf qui réclament leur décompte final auprès de chefs de l'entreprise. Ils ont barricadé la route qui mène vers les lieux de travail pour empêcher les agents actifs d'y atteindre. Marie-Louise Mafo a tranché le problème. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les ex-agents de Chemaf ont barricadé la route qui mène vers la cité Mutoshi ce mardi matin. Ils l'ont fait pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de l'employeur. Selon eux, l'entreprise n'a pas jusque-là remis leur décompte final pour gérer la situation. Marie-Louise Mafo, ayant en charge l'emploi dans la province, est intervenue dans l'affaire et la solution a été trouvée. Reportage signé Mikan. Déterminé plus que jamais, plus rien ne peut le contenir. Même devant le froid, il ne recule pas. Ces événements se déroulent entre 6h et 7h du matin à la cité Mutoshi, qui a vibré ce mardi matin à une situation inhabituelle. Des ex-agents de l'entreprise Chemaf, route barricadée, traduisant ainsi leur ras-le-bol auprès de leur ancien employeur. Ils ne veulent qu'une seule chose. Nous avons presté pendant une année et nous étions toujours journaliers. Un jour, sommes allés voir M. Philippe pour qu'il revoie nos salaires et les problèmes de contrat. Curieusement, la réponse qu'il nous avait donnée nous avait beaucoup indignés. Que même si on lui coupait ses parties intimes, rien n'allait changer. Ce qui est encore grave, il dit que le gouvernement était dans sa poche. Partout où on pouvait aller, il avait déjà versé de l'argent qu'il devait nous payer. Nous sommes allés presque dans tous les bureaux et voir même le gouverneur à 3 reprises conseiller s'est contenté de nous bloquer. Aujourd'hui, nous sommes déterminés plus que jamais. S'il faut mourir, on viendra retrouver nos cadavres à cet endroit. Mieux vaut un arrangement qu'un bon procès, dit-on. Après une longue tractation, ils ont été reçus par le commissaire provincial en charge de l'emploi et prévoyance sociale, Marie-Louise Mafo, en présence du conseiller, du ministre honoraire de l'Intérieur, l'inspecteur du travail et les directeurs des ressources humaines de l'entreprise Chemaf pour trouver une solution idoine. Cette rencontre était opportune. La société a accepté d'établir une liste de tous ceux qui veulent reprendre avec le travail et donner de l'argent à ceux qui ne sont pas de cet avis pour qu'il n'y ait plus de troubles. Voir comment est-ce qu'on va traiter avec la hiérarchie de Chemaf pour trouver la solution à la. C'est dans un climat de paix que ces deux parties ont trouvé un compromis. Vous avez suivi dans les sommaires, les musulmans du monde entier ont célébré l'Aïd el-Fitr, une fête qui marque la fin de Ramadan, un temps de carême qu'ils ont observé depuis le 26 avril 2019. Ceux de Kolwezi se sont réunis au stade Manika en commune de Dilala pour une grande fête. Ils ont prié et ont partagé leur repas en signe de fraternité. Suivez. Ils sont tous assis par terre, ils s'inclinent, ils posent leur face par terre, signe d'humilité et d'adoration. Les femmes prient de leur côté, séparées des hommes. Sur la tête de chaque homme se trouve un bonnet qu'ils appellent koufi. Sur celle des femmes, des voiles qui couvrent leur visage en moitié. Ils ont jeûné pendant 40 jours après un temps de piété et de privation de certains plaisirs. C'est le moment de se réunir dans la fraternité et d'adorer Dieu qu'ils appellent Allah en arabe.
Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aïd el-Fitr, c'est le nom de cette fête accompagnée d'une prière. Après la prière, c'est le partage de repas, signe de fraternité. Dans le prêche, le musulman doit garder sa piété même après le carême. Pendant tout le mois de Ramadan, tout le monde a marché dans la piété. Mais il y en a qui abandonnent après le carême. J'exhorte donc à tous les musulmans de garder leur état de piété même après ce temps fort, car on ne connaît pas le jour de notre mort. C'est une joie pour ceux qui l'ont maintenu jusqu'à la fin. C'était le 9e mois du calendrier et à ce 10e mois, je rends gloire à Dieu car il y en a qui n'ont pas pu tenir du début à la fin du carême. Il y en a aussi qui sont morts, mais nous avons fini, que Dieu soit loué. Cette journée est célébrée par tous les musulmans du monde entier. Un constat est fait à Kolwezi, au village Sanka à Muchacha. Il s'agit du feu des brousses. Les habitants de ce village ont brûlé la brousse pendant une période qui n'est pas celle de la récolte de fruits de brousse, ce qui constitue une pollution de l'environnement qui devrait normalement être combattue. Ce constat est fait à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Pour 2019, lutter contre la pollution de l'environnement est le thème de l'année. Suivez. Il se remarque une pollution d'environnement au village Sanka, en territoire de Muchacha. Les villageois de ces coins se permettent de brûler la brousse pendant que ceci ne peut se faire qu'au moment de la récolte des fruits de brousse comme les Aframomum africanum matungulupori en Swahili. En dehors de cette période, la brousse ne peut être brûlée, car ceci sera considéré comme la destruction de la faune et de la flore qui cause des disparitions de certaines espèces essentielles pour la vie et pour l'environnement. Brûler une brousse a des conséquences tant économiques qu'écologiques. La perte d'un champ de maïs équivaut à une perte économique. La perte des animaux dans la brousse et de la végétation constitue une des causes sérieuses de dégradation de la biodiversité. Toutefois, le feu des brousses ont toujours existé depuis des milliers d'années pour diverses raisons. Ils peuvent être liés à des causes utilitaires qui découlent de sa pratique par des agriculteurs comme outil de défrichement afin de dégager les terrains. Somme toute, brûler la brousse dépend d'une période à une autre. Et puis à Kolwezi, plusieurs personnes se font passer pour des courtiers. C'est un constat fait par le président de l'organe de courtier appelé communément commissionnaire. De ce fait, Charles Kizito met en garde tous les infiltrés dans cette œuvre et attire l'attention de tous les commissionnaires à travailler dans toute transparence sans aucune fraude. Il parle au micro de Patient Kabamba. Il y a des imposteurs, il y a des gens qui, des fois, chez eux, l'imposteur vient donner un locataire, voilà comment on a payé les courtiers, les courtiers, et c'est fait aussi courtier les lendemains. Il y en a qui, après avoir vendu sa maison, facilité par un courtier, bien sûr, ou bien après avoir acheté sa maison, il voit comment il a payé le courtier, et c'est ça aussi, permet de faire ce courtier. Quand aux imposteurs, moi, je dis ici, nous avons les connaître. Ce sont des gens qui d'abord ne sont pas identifiés. Ce sont des gens qui n'ont même pas de cartes. Ce sont des gens qui trouvent peut-être des gens qui ont des cartes et qui sont mal intentionnés. On les découvre comment ils ne connaissent pas comment fonctionne la loi sur le dépôt à loyer non professionnel. Ils ne connaissent pas comment fonctionne notre métier. Quant à nous, tout
avoir aussi ta carte, ou bien tu as aussi ton logo, mais tu ne marches pas selon les normes, selon la loi, selon les biens qui sont en ordre, il sera qui se passe. À un moment donné, si nous voulons qu'ils changent de comportement, nous saurons comment les récupérer. Mais s'ils ne changent pas, l'État est là, la communauté est là, tout le monde va signer les biens de la loi. Vous qui avez l'habitude d'aller fouiller, prendre l'argent pour tout, aller demander la vente là où la maison a été occupée, présenter des maisons occupées. Si je vous attrape, si on veut me signaler, au niveau, l'État va s'occuper. Certaines femmes colossiennes ne restent pas en arrière face aux différentes sortes d'activités. Elles ne choisissent pas dans quelle activité se lancer malgré leur genre pour lutter contre la faim. Cap sur Colette Moulongo qui s'est fait femme soudeur au foyer 1 en commune Manika. Elle est accompagnée de plusieurs autres femmes. Regardez. Colette Moulongo, une veuve de soixantaine, évolue 2 ans depuis la mort de son mari. Elle n'a pas croisé les bras. Chaque matin et chaque jour, elle est au service. Elle coupe du tôle à l'aide de la cisaille ou d'une disqueuse. Avec sa pince à soudeur en main, elle fabrique des braseros, les portes et tant d'autres objets. Elle ne compte sur personne. Et pour elle, demander est un signe de pauvreté. Grâce à son travail, elle ne manque de rien. Elle se sent égale à l'homme et fait appel à d'autres femmes à faire la même chose. Ce métier, ça m'aide à scolariser mes enfants et à payer les loyers et à combler tous mes besoins. Ces femmes-là qui sont à la maison, c'est un faux métier, alors c'est un bon travail. Ça m'aide moi personnellement et j'ai déjà découvert des Nous avons un problème d'électricité. Même si c'est notre tour, des fois on rétablit avec une tension faible et ça ne nous permet pas de bien travailler. Colette n'est pas seule sur ce terrain. Ce sont des femmes courageuses. Elles travaillent sans aucune aide extérieure. Mais une chose nous empêche à travailler régulièrement. Nous demandons aux autorités de nous aider à rétablir un bon courant pour qu'on arrive à bien travailler et à scolariser nos enfants. Nous demandons au gouvernement de la province à songer aux problèmes de courant car ça nous empêche à travailler. D'autres femmes œuvrant dans cet atelier sont des héritières de leur mari. Dans la santé, l'épidémie à virus Ebola qui sévit au nord Kivu et en Ituri depuis 10 mois a dépassé la barre des 2000 cas. Cette annonce a été faite par le ministère de la Santé dans son décompte quotidien du lundi 3 juin 2019. Suivez des précisions dans ce récit. Depuis le début de l'épidémie, le cumul de cas est de 2008, dont 1914 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1346 décès, 1252 confirmés et 94 probables et 539 personnes guéries, souligne le ministère dans son bulletin. L'autorité sanitaire note une légère amélioration de la situation sécuritaire dans cette région en proie aux attaques des groupes armés. La dernière attaque armée contre les équipes et les opérations de la riposte contre Ebola qui avait coûté la vie au docteur Richard Valéry Mouzoko remonte à plus d'1 mois dans la ville de Butembo au nord Kivu. Dans ce même communiqué, le ministère de la Santé explique bien que le menace contre la riposte reste élevé, la réduction du nombre d'attaques ciblées a permis aux équipes de rattraper une partie de leur retard pour contenir la propagation de l'épidémie. Toutefois, la situation sécuritaire reste instable et imprévisible, note la même source. En ce qui concerne les incidents liés à la réticence ou la résistance communautaire, la majorité de ces incidents sont résolus grâce à l'implication des leaders communautaires, des sensibilisateurs et des experts psychosociaux. Une autre avancée dans la riposte, c'est le confinement géographique de l'épidémie. Malgré les difficultés des équipes de riposte à faire leur travail,
travail à cause de la situation sécuritaire. L'épidémie continue à être contenue géographiquement, protégeant ainsi le reste du pays et le pays voisin. Depuis le début de l'épidémie, 188 aires de santé réparties dans 22 zones de santé à travers les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont enregistré au moins un cas d'Ebola, mais à la date du 2 juin 2019, 9 zones de santé dans 106 aires de santé, soit 56% du total, ont passé plus de 21 jours sans notifier de nouveaux cas confirmés, affirme le ministère. Avec 1346 décès causés en 10 mois, l'actuelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola est la 10e et la plus grave enregistrée sur le sol congolais depuis 1976. Elle est la 2e, la plus grave après celle qui a frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014, plus de 11 000 morts en Guinée, Sierra Leone et au Libéria principalement. Le président Félix Tshisekedi a nommé des nouveaux dirigeants à la tête de la Société nationale de chemin de fer et à la GECAMIN, dont Kyungwa Kumwanza est retenu comme président du conseil d'administration de la SNCC. Ces mandataires de l'État congolais auront une lourde tâche de redresser ces sociétés en faillite depuis plusieurs années. Le porte-parole de la présidence dans le compte-rendu de la nomination. Suivez. Mai 2019 et porte nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de la Société nationale des chemins de fer du Congo, en sigle SNCC-SA. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom M. Kyungwa Kumwanza Antoine Gabriel, président du conseil d'administration. Monsieur Moutombe Amoutombe Fabien, directeur général. Monsieur Kamenga Chimwanga Jacques, directeur général adjoint. Naturellement sont abrogées toutes les dispositions antérieures. C'est signé Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et c'est contresigné par le directeur de cabinet Vital Kamere Lwakanyingini Kingi. Deuxième ordonnance. L'ordonnance numéro 19063 du 29 mai 2019 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée la Générale des carrières et des mines, en sigle GECAMIN SA. Sont nommés aux fonctions en regard de leur nom Monsieur Yuma Moulimbi Albert, président du conseil d'administration. Monsieur Sama Lukonde Kienge Jean-Michel, directeur général. Monsieur Ntambwe Ngoyi Kabongo Bester Hiller, directeur général adjoint. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente sont naturellement abrogées. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de ces deux ordonnances, signées Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et contresignées par le directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamere Lwakanyingini Kingi. Voilà, Getty Omatuku. C'était cela. Merci. La raison de mon intervention ce soir. Merci. Merci Kastongo Mbayamba pour cette lecture des ordonnances signées par le. Avant de finir le programme de la prochaine tournée de Moïse Katumbi à l'intérieur du pays prévoit 6 destinations dans différentes villes. Il se terminera par Kinshasa. Étonnamment, ceci aura lieu 3 jours avant l'arrivée de Jean-Pierre Bemba. Jokan 5 commente. Revenu au pays depuis le 20 mai par son fief de Lubumbashi, Moïse Katumbi, coordonnateur en exercice de la plateforme Lamuka, a annoncé par son porte-parole Olivier Kamitatu son programme de 2 semaines de son safari congolais. Il débutera par la ville de Goma au Nord Kivu le 10 juin pour un séjour de 2 jours. Ensuite, il se rendra le 12 dans la ville de Bukavu pour une journée. Puis ce sera à Butembo et
Entre le 16 et le 19, il sera tour à tour à Kisangani dans la province de la Chopo, à Kindu dans le Maniema, à Mbandaka dans la province de l'Équateur pour chuter par la ville de Kinshasa le 20 juin. Mais le TAP de Kinshasa a une particularité. Ça sera 3 jours avant l'arrivée de Jean-Pierre Bemba, le leader du MLC, dont l'arrivée était déjà prévue le 23 juin. Et des analystes, il ressort une question. Est-ce une coïncidence ou une stratégie pour ces deux leaders de séduire les âmes? Retrouvez-nous encore sur les www.wangou.info sur YouTube. Ce journal est terminé. Je vous laisse entre les mains des Gaëtan Mununga. Tout de suite, portez-vous bien.